Ok. Donc, une petite introduction. Et, le docteur Schuster, elle est une spécialiste, un médecin de réadaptation pédiatrique. Elle est allée à l'école de médecine à Cincinnati, dans Ohio. Elle a terminé sa résidence à l'université de Louisville, Kentucky, et a fait ses études à l'hôpital des enfants du Texas à Houston, au Texas. Elle est là maintenant professeure assistante à l'université de Louisville depuis 3 ans. You can start, Dr. Schuster. I'm just going to mute myself, so if you don't hear anything, because I don't want the background noise. Okay, so you just want me to go ahead? Yes, go ahead. Okay. Good morning. I'm Dr. Schuster, and I'm going to be talking to you guys about cerebral palsy for the non-physiatrist. Bonjour, je suis le Dr. Catherine Schuster et aujourd'hui je vais vous parler de la physiatrie pour la réadaptation pour les patients pour les médecins qui ne sont pas physiatres. And so the things that we're going to talk about today, we're going to talk about the etiology and classification of cerebral palsy. Une des choses dont on va parler aujourd'hui, c'est l'étiologie de la classification de la paralysie cérébrale. We're going to discuss other body systems that can be involved in cerebral palsy and how this can affect options for treatment. Nous allons aussi voir quels sont les autres systèmes qui peuvent être affectés par la paralysie cérébrale et comment ceci affecte les options de traitement. And finally, go over the symptom progression over time and talk about needs for changing the treatment approaches as the patient ages. Nous allons aussi revoir la progression des symptômes dans le temps et explorer la nécessité de changer les approches de traitement à mesure que le patient vieillit. And I have no disclosures. Et je n'ai rien à déclarer. Before I get into the heart of the topic, I just wanted to talk briefly about what it is that I do and why cerebral palsy is a condition that I treat. Bon, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire ce qu'est la physiatrie et quels sont les problèmes que je traite dans ma spécialité. So the physical medicine rehabilitation doctor, this definition is taken directly from our academy's website. Bon, la définition de médecine de la physiatrie est tirée directement de la définition qui est officielle de notre académie. So as a group of physicians, we aim to enhance and restore functional ability and quality of life to those with physical impairments or disabilities that affect the brain, spinal cord, nerves, bones, joints, ligaments, muscles, and tendons. Alors, ce que nous faisons, notre but, c'est d'améliorer et de restaurer les fonctions et la qualité de vie de ceux qui ont des handicaps physiques ou bien qui affectent le cerveau. Spinal cord, oh dear. La moelle épinière, les nerfs, les articulations, et les ligaments, les muscles, les tendons et les os. Common conditions that can be treated by a physical medicine and rehabilitation physician are listed here. Bon, ici, on a ce qui suit, c'est une liste des maladies que l'on traite le plus souvent en psychiatrie. Pain, strokes, brain injury, neuromuscular conditions, sports injuries, musculoskeletal issues, spinal cord injuries, work or occupational injuries, amputations, and finally cancer rehabilitation. Bon, alors, ces problèmes-là que l'on traite le plus souvent, c'est la douleur chronique, douleur sévère, les ACV, les blessures, disons, ce qui affecte le cerveau, les problèmes neuromusculaires, les blessures qui sont dues au sport, les problèmes musculo-squelettiques, les blessures à la moelle épinière, les accidents de travail,
ensuite les amputations et la réadaptation à cause de problèmes dus au cancer. So I do all of that for pediatric patients. Et tout ça, je le fais pour je le fais en pédiatrie. Okay. So the first thing is, what is cerebral palsy? And the World Health Organization consensus statement is that it is a group of permanent disorders of the development of movement and posture causing activity limitations that are attributed to non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que la paralysie cérébrale? C'est un groupe de problèmes permanents qui, dans le développement du mouvement et de la posture. Et ça cause des limitations dans les activités qui sont attribuées à des troubles non progressifs qui se sont produits dans le développement du cerveau du fœtus ou du nouveau-né. The three major criteria are that this is a neuromotor control deficit that alters movement or posture. It is a static brain lesion, and the lesion occurs either before birth or in the first years of life. Bon, alors, les trois principaux critères, ce sont des déficiences de contrôle neuromoteur qui affectent le mouvement et la posture. C'est une lésion au cerveau qui est statique. Et ensuite, l'acquisition de cette lésion-là du cerveau est arrivée soit avant la naissance ou au cours des premières années de la vie. And the definition of the first years of life changes, but most people say by something happens by age 3. Bon. La définition de ce que signifie dans les premières années de vie, ça varie. Sauf que normalement, en général, on parle des 3 premières années de vie. And these brain lesions are not progressive, but the clinical picture can change with time as the individual grows and matures. Alors, ces lésions-là au cerveau ne sont pas progressives. Cependant, on peut constater une évolution au fur et à mesure que le petit patient grandit et mature. And so, going into epidemiology, this is the most common motor disability of childhood. Within the U.S., a little over 3 in 1,000 school-age children with 8,000 new cases a year. Alors, en ce qui concerne l'épidémiologie, on doit dire que c'est la cause la plus fréquente de déficience motrice chez les enfants qui affecte 3 sur 1000 d'enfants d'âge scolaire et aux États-Unis, il y a 8000 nouveaux cas par année. There's an increasing proportion of the motor type of cerebral palsy, with 1/3 of these children having both severe motor and intellectual impairments. Et on voit qu'il y a une proportion croissante des cas les plus sévères de paralysie cérébrale, dont 1 sur 3 des enfants qui l'ont ont des déficiences moteurs sévères ainsi que des déficiences intellectuelles. And the reason for the increasing proportion of this type is due to advances in neonatal care. Et la raison pour laquelle on voit cette croissance dans les cas les plus sévères, c'est dû à l'avancement des soins néonataux. And worldwide, it's estimated that the prevalence of CP is 1.5 to over 4 per 1,000 live births. So this will be something that everyone will encounter in their lifetime as a physician. Bon, alors, il y a une étude qui a été effectuée partout dans le monde, nous montre que la prévalence, on estime que la prévalence, ça dit de 1,5 jusqu'à plus de 4 sur 1000 naissances vivantes vont être affectées, vont voir ce problème-là apparaître. C'est quelque chose que tous les médecins vont voir un jour ou l'autre.
So the pathology of cerebral palsy, there are a number of different types or ways to obtain CP or have these brain lesions. Bon, alors, en ce qui concerne la pathologie, il y a différentes manières que ça affecte le cerveau. So periventricular leukomalacia is white matter disease that occurs near the lateral ventricles, and it is more common in premature infants due to an insult during the second trimester, related to generally having intraventricular hemorrhage in those premature infants. Bon, alors, en ce qui concerne la leucomalacie périventriculaire, on voit qu'il y a des... c'est ce qui est affecté, c'est les tissus blancs près des ventricules, la matière blanche près des ventricules latéraux. Et c'est plus commun chez les bébés prématurés. Et c'est le résultat d'une blessure pendant le second trimestre. Et ensuite, on le voit très communément chez les bébés prématures qui sont atteints aussi de VIH. You can have deep gray matter lesions to the basal ganglia and thalamus. This can especially be seen with torch infections of childhood or with increased bilirubin resulting in kernicterus. Bon. En ce qui concerne, on peut aussi le voir dans que la matière, il y a des lésions à la matière grise, des lésions profondes, et ça c'est souvent associé avec la paralysie cérébrale dystonique. You can have focal cortical infarcts generally from a perinatal stroke, and that is typically in the middle cerebral artery distribution. Bon, on peut aussi voir des infarcts corticaux. Brain malformations due to neuronal migration abnormalities, and this is not a complete list, but lissencephaly, polymicrogyria, schizencephaly, and holoprosencephaly. Il y a aussi des malformations du cerveau dues à des anormalités dans la migration neuronale, comme par exemple la lysencéphalie, la polymicrogyria, la schizencéphalie et l'europrosencéphalie. And finally, diffuse brain insults, generally from a hypoxic injury, from possibly a birth event. Ça peut aussi se traduire par des agressions qui ont été subies par le cerveau qui peuvent se produire pendant la naissance. So the diagnosis of cerebral palsy. Does the history and examination suggest the diagnosis? Bon, alors, en ce qui concerne le diagnostic de la paralysie cérébrale, est-ce que l'historique et l'examen suggèrent un diagnostic? And so the big thing here is to ensure that the history and exam does not suggest any kind of progressive or degenerative disorder, because that is not consistent with the diagnosis of cerebral palsy. C'est important aussi de bien suivre la classification du type de paralysie cérébrale, parce que si on découvre une maladie qui est progressive, ce n'est pas un cas de paralysie cérébrale. So generally, the diagnosis is not given until 18 months or 2 years of age, just to ensure that there is not a feature of neurodegeneration. C'est pourquoi normalement un diagnostic de paralysie cérébrale ne sera pas donné avant l'âge de 18 à 24 mois, parce que on veut être bien certain que c'est ce de quoi il s'agit. Et on ne veut pas confondre avec d'autres diagnostics, avec d'autres symptômes et d'autres maladies. And once the diagnosis has been made, then we move to classify the type of cerebral palsy, which I will go into on the next slides. Une fois que l'on a établi un diagnostic de paralysie cérébrale, on doit passer à la classification du type
de paralysie cérébrale dont il s'agit. And then screening for associated conditions, we will talk about those in more detail, but those include things like developmental delay, ophthalmological conditions, speech or language delay, feeding, swallowing issues, and seizures, to name a few. Bon, ensuite, on passe au développement, aux problèmes que ça apporte au développement, qui peut être des problèmes d'ophtalmologie, des problèmes du développement, par exemple, du mouvement. Ça peut être aussi des difficultés pour se nourrir. Et aussi des convulsions, pour n'en nommer que quelques-unes, et on va y revenir un peu plus tard. And then looking to see if any brain and neuroimaging has been done. We recently had 2 patients who carried a diagnosis of cerebral palsy that actually had never had a brain MRI, and when they were obtained, both had essentially normal brains. Alors, ensuite, il faut s'assurer d'avoir pour regarder l'imagerie médicale qui a été faite jusqu'à présent, et s'il n'y en a pas eu, il faut envoyer l'enfant passer une résonance magnétique. Récemment, nous avons vu 2 jeunes patients qui n'avaient jamais eu de résonance magnétique, et on en a demandé une. Et tout ça pour s'apercevoir que les cerveaux de ces enfants-là étaient tout à fait normaux. And so going into the classification for cerebral palsy, there's 3 ways that this can be done: by type of movement disorder, by the anatomic distribution, and by the degree of functional impairment. Alors, comment est-ce que l'on peut classifier le type de paralysie cérébrale? Alors, on peut y aller par le type d'anomalie du mouvement. Ensuite, la distribution anatomique des problèmes, et ensuite, comment ça affecte les fonctions. So, movement patterns include spastic, which is the most common, dyskinetic, hypotonic, ataxic, or a combination of those. And then you would just say spastic dystonic, for example. OK. Alors, en ce qui concerne les mouvements, ça peut être spastique, dyskinétique, hypotonique, ataxique, ou un mélange de tout ça, et à ce moment-là, on irait tout simplement dire, par exemple, spastique et dyskinétique. On nommerait tout simplement les deux variétés qui sont impliquées. And spasticity, by definition, is velocity-dependent resistance to stretch. So the harder you try to move a limb across its joint range of motion, the more resistance you spastique, ça représente une résistance à, disons, plus vous essayez de faire exécuter un mouvement aux membres dans la sphère normale de mouvement, plus vous rencontrez de résistance à effectuer ce mouvement-là. And dystonic or dystonia, by definition, is a movement disorder in which involuntary, sustained, or intermittent muscle contracture cause twisting and repetitive abnormal postures, or both. Bon, alors, dyskinétique, c'est une diatonique. Ce qu'on voit, ce sont des mouvements involontaires intermittents et des contractions musculaires involontaires intermittentes. Cerebral palsy can also be defined by its anatomical position. So hemiparetic is both arm and leg on one side of the body. Quadriparetic is the entire body, all 4 limbs. Or diplegia or diparetic is the lower extremities with possibly some involvement in the upper extremities. Bon, au point de vue anatomique, on peut dire l'hémiparétique, on va voir que c'est tous les membres d'un seul côté. Par exemple, juste un côté, les membres juste un côté du corps sont affectés. Et la quadriparétique, c'est seulement tout le corps est affecté.
Et le dysplégia, c'est juste what was it for the last one? The diplegia? Diplegic or diparetic, where the legs are affected more than the arms. OK. Bon. Alors, cette dernière catégorie, ce sont lorsque ce sont plutôt plus les jambes que les bras qui sont affectés. And the final way to classify cerebral palsy is by function. The most common one is the GMFCS, which is the Gross Motor Function Classification System. Bon, alors, on peut aussi faire la classification par fonction. Et ce qu'on voit ici, ce sont les fonctions. On a ce qu'on appelle le GMFCS, qui en fait se traduit par la classification, le système de classification par fonction motrice. And this is a 5-point scale from essentially independent with gross motor function without limitations to 5, which is completely dependent for all types of mobility. Bon, alors la classification est progressive. Il y a 5 parties et ça va d'une personne qui a un peu d'indépendance et jusqu'à la 5e qui est une personne qui n'est pas autonome dans sa mobilité. There are adjustments of this scale for age. For example, a child who does not walk, they use crawling instead of walking in terms of the mobility scale. Et naturellement, on ajuste cette échelle-là selon l'âge des patients. Par exemple, un enfant qui ne marche pas, on va utiliser le ramper au lieu, on va substituer ramper pour marcher. And similar 5-point scales exist for both fine motor and expressive receptive language skills. Et il y a une échelle de classification similaire pour la motricité fine et pour le langage. And this is just pictures. This is just a picture of that 5-point gross motor scale. Et ici, ce que vous voyez, c'est une illustration des fonctions motrices. So something that my patients and families ask me a lot, will my child walk? Une des choses que les patients, les parents me demandent souvent, c'est est-ce que mon enfant marchera? So the 3 things that you want to look at as the best predictor for eventual ambulation. Alors, ce que vous voulez, ce qui est important de regarder pour être capable de prédire si l'enfant va pouvoir marcher. And this is not independent ambulation, but this is some type of functional ambulation, possibly using adaptive equipment or bracing. Ici, on ne parle pas d'ambulation indépendante, mais plutôt ça peut être assisté. So the presence or absence of primitive reflexes beyond the age at which they should have disappeared. La présence ou l'absence de réflexes primaires à l'âge où ils devraient avoir disparu. The gross motor development obtained by the child, specifically independent sitting by age 2, is a positive predictor. Un point positif, c'est le développement moteur. En fait, si on parle qu'un enfant est capable de s'asseoir indépendamment, de façon autonome à l'âge de 2 ans, ça c'est un bon indice. And finally, the type of cerebral palsy that the child has. Ainsi que le type de paralysie cérébrale dont l'enfant est atteint. Hemiparetic cerebral palsy, meaning one arm and one leg on the same side, have the best chance of attaining ambulation, with near 100% of children able to do so. Bon, alors, les enfants qui sont atteints, disons, une jambe et un bras, sont ceux qui ont le plus de chances de pouvoir devenir ambulants. But independent sitting balance by age 2 is considered the gold standard for predicting functional ambulation.
Bon, mais le critère le plus important à considérer, c'est si l'enfant est capable de s'asseoir par lui-même à l'âge de 2 ans. So, along with having motor control deficits, children with cerebral palsy are at high risk to have other body systems affected in some way. Cependant, les enfants qui souffrent de paralysie cérébrale ont de grandes chances de souffrir que leurs autres systèmes soient aussi affectés, tout dépendant de la sévérité de la lésion au cerveau. So, for example, it has been estimated that up to 100% of children with cerebral palsy have some type of visual impairment. This does not necessarily mean blindness, but this can be visual processing issues, issues with eye muscle movement, things like that. Bon. Et on voit qu'il y a jusqu'à 100% des enfants qui souffrent de paralysie cérébrale qui ont des difficultés, des problèmes visuels, des déficiences visuelles. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont aveugles, mais qu'ils ont des difficultés à déchiffrer ce qu'ils voient ou bien qu'ils ont des difficultés avec les muscles oculaires. Hearing impairments are common, especially when the etiology of the cerebral palsy is related to a torch infection. Et aussi les déficiences auditives c'est quelque chose qui est assez fréquent chez ces enfants-là, surtout lorsque la lésion au cerveau provient d'une infection qu'on appelle torch. These children are at high risk to have cognitive issues, both in the domains of lower intellectual quotients as well as executive functioning impairments. Ces enfants-là peuvent aussi avoir des problèmes cognitifs, soit ceux qui ont un quotient intellectuel plus bas, et aussi peuvent avoir des difficultés avec s'ils ont des déficiences pour les fonctions exécutives. Seizures and epilepsy are very common. C'est aussi assez fréquent qu'ils souffrent de convulsions et d'épilepsie. Nutritional deficiencies related to decreased oral intake, inability to take food safely by mouth, food selection issues, being a picky eater, food texture issues. Bon, alors la malnutrition est aussi un problème assez commun parce que parfois les enfants peuvent être des enfants difficiles ou des enfants qui ont de la difficulté avec la texture des aliments ou bien que c'est difficile pour eux de s'alimenter par la bouche et de façon sécuritaire. And children, especially who do not ambulate, are at high risk for having low bone mineral density and then developing pathological fractures. Alors, les enfants qui ne sont pas ambulants ont aussi de plus grandes chances d'avoir une faible densité des os et développer des fractures de cette pathologie. So some other things to remember, pain management for these children. Studies have demonstrated that in general, the medical community does not do a great job at identifying pain in nonverbal, non-ambulatory patients. Bon, il y a des facteurs importants qu'il ne faut pas oublier. C'est la prise en charge de la douleur. Et c'est quelque chose auquel on ne fait pas, la communauté médicale n'y porte pas très attention, mais c'est bien possible que les enfants éprouvent de la douleur, mais s'ils ne sont pas ambulants et s'ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas le dire, et puis on prend pour acquis qu'ils ne sont pas souffrants. Cardiovascular health, just as you would in any aging adult, be aware of cardiovascular risk factors. Bon. Tout comme vous le feriez chez des patients vieillissants,
il faut porter attention à la santé cardiovasculaire du patient. Generalized deconditioning can occur because any kind of mobility becomes so effortful. Et aussi, on peut observer un déconditionnement généralisé tout simplement parce que ça demande tellement un gros effort de bouger ou de se déplacer. These patients are at a high risk for falls. Et ces patients-là ont un risque élevé de chute. Sexual functioning. Sont aussi à risque élevé d'éprouver des difficultés sexuelles. And generalized health maintenance. Ainsi que de conserver, de rester en bonne santé. I think that it is relatively common where general practice physicians don't feel very comfortable with patients who have cerebral palsy or other childhood onset disabilities. And so it's easy to forget that all of the things that you would do for a typically developing or healthy adult need to also be addressed in this population. Je crois que en général, les médecins sont pas toujours à l'aise avec des patients qui souffrent de paralysie cérébrale. Et pour cette raison-là, ils ne pensent pas forcément à évaluer ces points-là chez un patient comme il le ferait chez un patient un jeune patient dont le développement et la motricité se développent de façon normale. So things that I talk about and address on a daily basis are going to be kind of through the next set of slides. Bon, ce que je vois le plus souvent, je vais vous en parler sur les prochaines diapositives. So spasticity, as I said earlier, increases involuntary velocity-dependent muscle tone that causes resistance to movement. The harder you try to move it, the greater the resistance becomes. Bon, alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la spasticité, ça se manifeste, on peut le voir lorsqu'on essaie plus on essaie de bouger un membre, plus il y a une résistance à ce mouvement-là. And this is due to a poorly controlled and differentiated reflex arc where you're not getting that afferent inhibition to stop the muscle contraction. Bon, et ça, c'est dû à une déficience dans le développement qui fait que on peut contrôler la contraction musculaire. So spasticity very frequently worsens at time of growth spurts. Your muscles are just unable to keep up with the growing of the bone, which occurs faster than muscles and tendons. Alors, la spasticité empire au cours des poussées de croissance parce que le muscle n'est pas capable de suivre la croissance des os. So options for management include stretching and range of motion. OK. Alors, les options pour la prise en charge, ça peut être des étirements pour augmenter l'amplitude du mouvement. Skilled physical, occupational, and speech therapy interventions. Bracing. Sorry, go ahead. No, go ahead. Bracing medications, both focal medications and systemic enteral medications. Bon, alors, des thérapies spécialisées, des interventions par des thérapeutes spécialisés. Ensuite, on peut mettre des orthèses et il peut y avoir aussi une option de médicaments et des chirurgies. And surgical interventions, generally at the neurosurgical or orthopedic surgery level. Alors, en ce qui concerne les chirurgies, en général, ce sont soit de la neurochirurgie ou des chirurgies orthopédiques.
So different classifications of medications that are frequently used are listed here. Bon, les médicaments que l'on utilise le plus courant sont sur la liste qui suit, comme le baclofen, les benzodiazépines, dantrolène, tizanidine et clonidine. Benzodiazepines are... I'm sorry? Hello? Benzodiazepines are a class of medications that are frequently used. These can be very sedating and can be habituating with time. Bon, alors les benzodiazépines sont très couramment utilisés, mais ils peuvent aussi causer beaucoup de la sédation et aussi on peut développer une accoutumance. Baclofen, which is a GABA agonist that can also cause sedation, and in this patient population, problematic is constipation. On peut aussi utiliser le baclofen qui aussi va causer de la sédation. C'est un bêta-agoniste chez les patients. Cependant, ça peut causer de la constipation. Dantrolene, which is a peripherally acting medication that acts at the level of the muscle, so has less sedation side effects, but can be very toxic to the liver. Bon, dantrolène peut être très toxique pour le foie, mais c'est un médicament qui agit plus en périphérie sur les muscles. Tizanidine and clonidine, which are two different alpha agonists, and so clonidine is often used for other things, and if someone is put on tizanidine, you really have to watch their heart rate and their blood pressure. Bon, tizanidine et clonidine, ce sont deux autres bêta-agonistes. Tizanidine, si un patient prend de la tizanidine, il faut vraiment vérifier, suivre de très près son cœur et sa tension artérielle. At the focal level of the muscle, alcohol blocks can be performed to denature the nerve to stop the electrical stimulus from causing spasticity. Bon, on peut, pour la prise en charge de la spasticité, il y a des options aussi chimiques. Par exemple, on peut faire des blocs avec l'alcool pour désensibiliser le nerf et l'empêcher de causer de la spasticité. Something that I do almost weekly is Botox injections with neurotoxin, so botulism. Bon, une intervention que je pratique presque toutes les semaines, c'est l'utilisation de botulinum, qui est une neurotoxine. And this works at the level of the nerve to block acetylcholine from crossing the neuromuscular junction. Bon, et ceci, ça agit comme un bloqueur qui empêche, qui empêche que ça traverse. Okay, to cross the neuromuscular junction, and it then weakens the force of muscle contraction. OK. Ça affaiblit la force des contractions musculaires en bloquant, en l'empêchant de traverser. On peut voir ici comment ça fonctionne. Ça bloque les récepteurs présynaptiques. So those two injection options are only temporary. So moving into more permanent options from a surgical standpoint for management. Bon, alors les deux options dont on vient de discuter, ce sont des solutions qui sont temporaires. Ici, on va passer aux solutions permanentes. So the first of these is a selective dorsal rhizotomy, which works to decrease spasticity by inhibiting that reflex arc for sustained muscle contraction. Alors, la première option, c'est une rhizotomie dorsale sélective qui va aussi empêcher que les contractions musculaires celles qui ne sont pas désirables du moins. And this is best done generally between the ages of 3 and 8 before motor
patterns are essentially unbreakable in terms of the things that you always do. You have to break the habit, and it's too hard after age 8. Bon, idéalement, il faut que cette intervention-là soit pratiquée entre l'âge de 3 ans et 8 ans, parce qu'après 8 ans, il y a c'est très difficile de changer des habitudes dans les choses les mouvements que l'on fait fréquemment. On les fait d'une certaine façon et après l'âge de 8 ans, c'est très difficile de changer ça. Another thing that can be done for more permanent spasticity management, plantation of an intrathecal baclofen pump. Bon, une autre chose que l'on peut faire, c'est l'insertion d'une pompe de baclofen. And so this is a pump delivery system that puts the baclofen directly in the cerebral spinal fluid, which is where the baclofen receptors are located. Ce que ça fait, c'est que ça va pouvoir envoyer le baclofen dans le liquide cérébrospinal et c'est là où sont là où sont situés les récepteurs. These pumps have to be refilled on a regular interval, and that's something that I do in my office every 6 months at minimum. Bon, et ces pompes-là, on doit les remplir à intervalles réguliers. C'est quelque chose que je fais à mon bureau. Il faut le faire au moins à tous les 6 mois. One of the biggest issues, I think, with this surgery, which provides excellent spasticity management that is titratable in that you can adjust how much medication is delivered over time. Bon, l'avantage de cette pompe-là, c'est que ça fonctionne vraiment bien pour contrôler la spasticité. This surgery has a very high complication rate. Cependant, cette chirurgie-là a un taux de complications très élevé. Some studies estimate up to 25%. Certaines études estiment que les complications peuvent aller jusqu'à 25%. So there are many different orthopedic surgery interventions, and this is way encompassing of the types of surgeries that can be done. Bon, il y a beaucoup de chirurgies orthopédiques qui peuvent être pratiquées, mais ce que je vais vous présenter ici, c'est une très petite fraction de ce qui peut être fait. But the general thought is that there is a need for orthopedic intervention when the degree of muscular imbalance plus the lack of stretching of the muscles in a relaxed state lead to contracture of the muscle, bony changes, or fixed deformities. Bon, on a déterminé que la nécessité pour une intervention orthopédique lorsque le déséquilibre musculaire et la faible capacité d'étirer les muscles en état de relaxation. Alors, c'est là qu'il faut intervenir d'une manière chirurgicale. And ideally, most of these surgeries are delayed until the child is at least 4 due to the high risk of recurrence of contracture during that period of high growth velocity. Idéalement, on veut attendre jusqu'à l'âge de 4 ans avant de faire ces chirurgies-là parce que les contractions musculaires peuvent revenir pendant cette période-là de 0 à 4 ans où la croissance est extrêmement rapide. So types of interventions that can be done include tendon lengthenings to increase the range of motion that had become restricted due to spasticity. Could you repeat this, please? Yeah, so types of interventions that can be done include tendon lengthening, which increases the range of motion across a joint that had become diminished by the degree of spasticity. OK. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est l'élongation des tendons lorsque les muscles sont devenus tellement durs que ça nuit beaucoup à la mobilité de l'articulation.
tendon transfers which promote increased function to a different muscle group by taking that overly active tendon and putting it somewhere else. Le transfert de tendon qui va prendre ce tendon-là qui est trop actif et on va le mettre ailleurs et ça va permettre une meilleure mobilité. Or larger derotational bony surgeries. Aussi des chirurgies de l'os. And this is necessary. The degree of spasticity is so significant that it has changed the bony alignment. Et ça, c'est nécessaire lorsque le problème est tellement sévère que ça va changer l'alignement des os. It is recommended that, back up. So children with cerebral palsy have an increased risk of neuromuscular scoliosis. Bon, les enfants qui souffrent de paralysie cérébrale ont un risque plus élevé de scoliose neuromusculaire. And the more severe the cerebral palsy, the greater the risk. Et le risque est plus, plus la paralysie cérébrale est sévère, plus le risque est élevé. And the recommendation is to obtain screening films of the spine starting around age 2 and every 6 to 12 months thereafter based on the progression of the curve that is noted on exam and the type of CP the child has. Alors, on recommande des imageries médicales de la colonne de l'enfant. On commence à environ l'âge de 2 ans et ensuite à tous les 6 ou 12 mois par la suite pour évaluer le degré de scoliose et son évolution. And I'm not going to go over this, but to point out in this picture right here, this child has an intrathecal baclofen pump, as you can see in the right side of his abdomen or her abdomen. Bon, je ne vais pas vous en parler en détail, mais vous voyez ici dans l'illustration que l'enfant a une pompe de baclofen. Vous pouvez le voir dans la photo de droite. Et vous voyez vous voyez aussi son effet dans la photo avant et après. Similarly, with the spine, children with cerebral palsy are at risk for hip issues. Bon. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que l'enfant qui souffre de paralysie cérébrale a un risque plus élevé d'avoir des problèmes de hanche. Due to the abnormal forces across the hip joint and or abnormal weight bearing with attainment of milestones, the hip joint may not form correctly. Bon, à cause de la force des contractions musculaires et aussi sa façon, la distribution du poids, ça va affecter le développement des articulations de la hanche. And hip displacement, hip subluxation, hip dislocation can occur as early as 8. Bon, la dislocation de la hanche, la dysplasie de la hanche peuvent se produire aussi jeune qu'à l'âge de 2 ans. And this can cause pain, decreased range of motion, decreased function, and then difficulty with dressing, bathing, and hygiene. Bon, et ça, ce que ça peut faire, c'est causer de la douleur et aussi des difficultés des difficultés pour se déplacer et aussi pour l'autonomie comme s'habiller, se laver, pour l'hygiène en général. There is no general agreement on when any type of surgical intervention should occur. However, the movement is towards earlier intervention. En ce moment, il n'y a pas de consensus au sujet de l'âge auquel on doit procéder à une chirurgie. Cependant, what age did you say that's the generally
I didn't say an age this time, but Okay. All right. you can have problems as early as age 2. All right, thank you. Bon, alors, on n'a pas encore arrivé à un âge auquel tout le monde s'accorde pour dire que c'est le meilleur moment pour procéder à la chirurgie. Cependant, l'enfant peut commencer à éprouver des problèmes à l'âge de 2 ans. Things that can be done on a daily or multiple times a day basis. Ce que l'on peut faire à tous les jours et plusieurs fois par jour. So skilled interventions with physical, occupational, or speech therapy. Alors, une des choses, c'est un ergothérapeute spécialisé et aussi une personne qui s'occupe du développement du langage. Stretching, but this requires multiple times per day interventions, and the literature has not necessarily supported lasting improvement. Bon, les étirements, il faut les faire plusieurs fois par jour et on ne voit pas que ça donne des résultats si merveilleux que ça. And then bracing, which can be to provide static stretch, can help hold a limb in a specific position or to help improve function. Bon, alors, les différents types d'orthèses qui peuvent améliorer la position et la fonction, la posture de la fonction. Yeah. So as I said, goals for use with bracing and orthoses include to maintain and increase in range of motion, protect or stabilize the joint, and to promote functional activity. Bon, alors en ce qui concerne les orthèses, l'objectif de leur utilisation, c'est de maintenir ou de conserver ou d'augmenter l'amplitude du mouvement, de protéger les articulations, de les stabiliser et aussi d'améliorer l'activité fonctionnelle. And this can be for upper extremity, lower extremity, or for the spine. Et ça peut être utilisé pour les extrémités supérieures, les extrémités inférieures ou pour la colonne vertébrale. There are entire courses that are dedicated to just talking about different types of bracing. So to briefly summarize a few important points. Bon, alors, il y a des cours qui sont dédiés à chaque type d'orthèse. Alors, je vais me résumer rapidement. So the general goal for bracing is to correct, limit, or prevent a deformity. Bon, alors, la raison pour laquelle on utilise des orthèses, c'est pour protéger ou stabiliser et pour avoir un effet sur la posture de cette articulation-là. And to affect joint position, the bracing must cross that joint. Bon, et pour avoir un effet, l'effet recherché, les orthèses doivent dépasser l'articulation. So aging with cerebral palsy. Donc, le vieillissement et l'effet du vieillissement sur la paralysie cérébrale. There are over 400,000 adults living with cerebral palsy in the United States. Aux États-Unis, il y a 400 000 adultes qui sont atteints de paralysie cérébrale. And the overall survival rate at 30 years is 87%. Le taux de survie après l'âge de 30 ans est de 87%. Intellectual disability and epilepsy have a negative effect on survival, and the more severe types of cerebral palsy have a shorter expectancy. Bon, les déficiences intellectuelles et l'épilepsie ont un effet négatif sur l'espérance de vie. Musculoskeletal complaints, impairments in mobility, and lack of appropriate preventative medical care are common
issues noted in the cerebral palsy community as they age? Bon, un des problèmes les plus communs dans disons, la population atteinte de paralysie cérébrale, c'est que à mesure qu'ils vieillissent, ils ont des problèmes musculo-squelettiques, ils ont aussi des déficiences dans leur mobilité et ils n'ont pas de soins médicaux préventifs qui sont appropriés à leur état. Mobility declines at least 25% in adults with cerebral palsy. Les adultes qui sont atteints de paralysie cérébrale vont voir leur mobilité diminuer de au moins 25%. And the overall number of adult patients living with cerebral palsy is only going to continue to grow. Toutefois, le nombre d'adultes atteints qui souffrent de paralysie cérébrale va continuer à augmenter. And that is the end. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez les taper, s'il vous plaît, parce que souvent le son est intermittent et je ne vous entends. La plupart du temps, je n'entends pas la question. I unmuted them. Donc, si vous avez la question, vous pouvez la poser. Pas de question? Oh, that's cool. That's okay. I guess not. I mean, I'll just tell them if they have any questions. We can That's also fine. email. But thank you so usually much. ask them to type it in. Yeah. Because quite often the sound is like they come in broken up and I don't hear all the words in their question, and lots of times I don't know what they're asking. So instead of having them repeating 5 times, I ask them to type it in, and that way I know exactly what they're saying. Si vous avez des questions, vous pouvez les taper. That's okay. But that was a great presentation. Thank you. And it was recorded, so I'll definitely upload it. And I'll send you the link of the YouTube video. So Okay. yeah, if you want to check it out. So thank you so much. Thank you, Dora. Glad it worked this time. Thank you, guys. I appreciate it. I'm going to go see my patients. Thank you. Okay, bye. Have a great day. Bye, guys.